on attend que l'animateur décide de débuter l'événement. Je pense qu'on est bon pour partir. Hein? Oui, les caméras sont parties, les gens sont là, sont bien installés. Enlevez vos manteaux, installez-vous. Heureux de vous avoir avec nous. Alors, je commence par me présenter. Ndio Aweti. Askedonia Yes, Wendat Endi Yanionia Iwahi Tiukutin Charles Bender Yati Diodiaki Ndare. Je m'en excuse, ça fait quelques années déjà que j'habite à Montréal, malgré que je vienne originalement de Québec. J'aurai le plaisir d'être animateur de cette table ronde ce matin avec de merveilleux invités que je vais vous présenter dans quelques instants. Je pense que la grande majorité des gens dans la salle les connaissent déjà. On a déjà des beaux sourires de gens qui sont heureux et heureuses de les voir sur scène avec nous. Oui, puis il y a des places en avant. Oui, oui. Vous avez des micros aussi, hein, si vous décidez de les utiliser. C'est pas tant pour la projection, selon moi, que pour le bien des caméras. S'assurer que ça passe bien. Marie-Josée, je sais que tu projettes. En fait, vous êtes tous des gens de théâtre, donc vous projetez très, très bien. Dans ce cas-ci, on va juste utiliser les micros pour voyons, j'ai bien la misère, moi, là. Pour s'assurer qu'on prononce les mots correctement, pour s'assurer que les gens qui nous voient en diffusion puissent bien comprendre nos mots. Alors, bienvenue à l'activité de dramaturgie des Premières Nations. On est chanceux parce que c'est un domaine qui est en plein essor en ce moment. On a plusieurs auteurs, pas seulement dans le style de roman et d'essai de poésie, mais aussi des auteurs et des autrices qui se révèlent à la lumière dans notre belle dramaturgie, dans notre monde dramaturgique. C'est une activité qui est présentée en codiffusion par Kwayatonk et la Maison de la littérature dans le cadre du 13e Salon du livre des Premières Nations. D'ailleurs, je parlais avec Louis-Carl tantôt qui me dit que cette édition est le plus grand rassemblement d'auteurs et d'autrices autochtones au Québec à vie. Alors, il mérite une grosse main d'applaudissements pour ça. Alors, on sent qu'on est sur le bon chemin. L'édition 2023, de cette édition 2024, pardon, je présume que c'est une erreur sur ma feuille, est rendue possible grâce à l'appui financier des partenaires suivants, Acier Owista, le CN, Inergex Énergie renouvelable, Hydro-Québec, la Caisse des Jardins de Wendake, OKT Law, je vais présumer qu'on le prononce à l'anglaise, le Conseil des arts du Canada, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la SODEC, la Ville de Québec et, bien sûr, Wendake. Juste pour vous le dire, quand on aura terminé cette présentation, cette table ronde, on va laisser immédiatement les autrices et auteurs se diriger vers l'espace salon au Morin Center pour la séance de dédicace. Donc, malheureusement, il n'y aura pas de période de questions dans le cadre de la table ronde, mais bien sûr, vous êtes invités à aller les visiter pour une dédicace et leur poser toutes vos questions à ce moment-là. Ceci dit, le pas de questions de la part du public ne s'applique pas à vous. Je ne sais pas si on a souvent l'occasion de s'asseoir comme ça, les trois ensemble, les quatre ensemble, pour avoir des conversations autour de la dramaturgie autochtone. Mais si vous avez des questions pour l'un ou pour l'autre, je vous invite à le faire. Donc, qui est-ce qu'on a en ce moment sur scène? Pour le bénéfice de tous, au cas où il y a quelques personnes qui ne connaissent pas ces illustres personnes, je vais commencer avec... ben là, il faut bien que je vous beurre un peu. Il faut que j'en mette, là. Il faut que j'en beurre épais, là. Ça vaut la peine. Écoute, on est tellement bien entourés. Je vais commencer avec Marco Collin, qui est Inou de la communauté de Machteoyatch au lac Saint-Jean. Il a d'abord entrepris une carrière de journaliste et d'animateur radiophonique et peu à peu, on l'a sollicité pour ses talents d'acteur au cinéma, dont Le Dep, Miséricorde, Roche, Papier, Ciseaux. Et bien sûr, à la télévision, je pense qu'on se souvient de lui comme Bill Wabo dans Les Pays d'en haut. Et bien sûr, l'excellent Rémi Dumont dans Pour toi, Flora. Le théâtre occupe une place de plus en plus importante dans son parcours. D'abord avec Ondinoc, dont Dave, qu'on va présenter dans un moment, est directeur artistique. Surtout depuis 2013. Et il a fondé les productions Menwentagwan avec une compagnie consacrée au théâtre autochtone qu'il co-dirige avec Charles Bender et Xavier Huard. Charles Bender, c'est moi, ça, si je ne l'avais pas indiqué tantôt. On a pu aussi le voir dans Mouliats, qui fera partie des livres que vous pourrez avoir en dédicace, Là où le sang se mêle, Alterindien. Et ces mêmes années, Marco Collin entreprend un parcours en écriture, en collectif ou en solo, dont Machinigan, qui sera aussi disponible en dédicace tantôt, et sa première pièce,
publiés. Et on parlera peut-être des autres textes que tu as eu l'occasion d'écrire entre-temps. On passe à Marie-Josée Bastien, que je côtoie beaucoup de ces temps-ci dans le spectacle Yandawa, ce que nous sommes, dont on va parler tantôt, qui est présenté présentement au Trident. Petite plug en passant. D'ailleurs, j'ai des coupons pour les gens qui sont ici avec nous. On a des rabais pour vous. Alors, j'ai ça dans mon sac en bas. Il va falloir que je pense aller sortir tantôt. Donc, Marie-Josée a déjà au-delà d'une trentaine d'années, une trentaine de spectacles. Metteuse en scène, voilà. Oui, c'est ça. Je vais lire les mots dans l'ordre, ça va aller bien mieux. Donc, c'est une metteuse en scène d'au-delà d'une trentaine de spectacles. C'est une comédienne issue de la nation Huron-Wendat qui a été applaudie sur les scènes québécoises et européennes dans plus d'une cinquantaine de productions. Elle est l'autrice de nombreuses œuvres, dont Yandawa, ce que nous sommes, dont on aura l'occasion de parler aujourd'hui. Marie-Josée est une artiste vouée entièrement au théâtre. Elle a pris la direction artistique du théâtre Niveau Parking en 2016, après avoir assuré celle du théâtre Les Enfants Terribles. Elle enseigne dans différentes écoles de théâtre de la province et depuis 1997 au Conservatoire d'art dramatique de Québec. Au fil des ans, Marie-Josée a reçu plusieurs prix et nominations tant pour son jeu que pour ses œuvres dramaturgiques ou ses mises en scène mémorables. Elle a notamment été récompensée au prix d'excellence des arts de la culture du Québec pour 4 de ses mises en scène et a aussi été consacrée Révélation de l'année en 1993 et a aussi été finaliste pour le prix Simonovitch en 2013. Dave Jenis, enfin, juste à côté ici, d'origine... Oui, hein? On monte les enjeux. Là. Vous êtes mieux d'avoir des mots, t'as dit de bonnes réponses à mes questions tantôt. D'origine malécite par son père et québécoise par sa mère, Dave Jenis s'investit dans la culture autochtone, particulièrement au théâtre. En 2004, il suit la formation pour comédien autochtone offerte par la troupe de théâtre Ondinoc, où il a fait la rencontre d'Yves Sioui-Durand, qui est devenu son mentor. En 2005, il joue le personnage de Dave dans Hamlet le Malécite. Ouais. D'ailleurs, on s'est battu sur scène dans ce spectacle-là, hein? Ouais, on s'est donné des coups de barre sur scène là-dedans, qui était mise en scène et écrit par Jean-Frédéric Messier, et il a assuré la mise en scène du spectacle Les 20 ans d'Ondinoc. Il a ensuite joué dans plusieurs productions au théâtre, dont Wigwam, Mouloustec, Contes urbains, Les papillons de nuit, Boing, 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 ouais. L'amour à l'agenda, Toc Toc, il y en a beaucoup. Je vous invite à aller voir son site Internet où vous allez avoir une description complète de toutes ces merveilleuses productions. Et bien sûr, il a joué aussi à la télévision, dont à La Grande Bataille, Chapoutoine, Mookie et encore bien d'autres. Il a commencé à écrire pour le théâtre en 2008 avec la pièce Wouloustec. Ah, où on s'est battu aussi. Oui, on s'est battu aussi. On se battait sur scène. On se bat tout le temps. On est des frères tout le temps. On est tout le temps des frères. Créé au... Oui, on veut un remake, on va faire ça. Créé au théâtre, te souviens-tu de la chorégraphie? On va s'essayer ça tantôt. Il écrit par la suite plusieurs autres pièces. En 2016, il est artiste en résidence dans le cadre du projet Troisième œil du Centre artistique L'Avant-Première à Gatineau. Oui. En 2007, il devient directeur artistique d'Ondinoc, succédant à Yves Sioui-Durand. Et c'est tout le temps qu'on avait. Voilà, il y avait des bios beaucoup trop longs. Merci beaucoup. C'est toujours trop long. Je me suis assuré qu'on comprenne bien à qui on est affaire. Donc, ce qu'on a sûrement établi à travers ces bios-là, c'est que les trois, vous êtes des gens de théâtre bien impliqués. Vous avez tous plusieurs cordes à votre arc, dont le jeu, dont la mise en scène, dont la direction artistique. Qu'est-ce que l'écriture dramaturgique comble chez vous que les autres aspects du métier ne comblent peut-être pas? Bien sûr. Je parle fort, moi, que je veux vraiment pas parler fort. Moi, c'est venu combler, c'est très étrange, j'aime pas écrire. À la base, j'aime pas écrire parce que c'est un acte solitaire et je suis vraiment une fille de gang. J'aime ça être dans une salle de répétition avec une gang. C'est comme si on est capable d'écrire une histoire ensemble, tout ça, avec tous les éléments des concepteurs et des comédiens aussi. Je vampirise beaucoup l'énergie des comédiens et des comédiennes. Mais quand j'ai commencé à écrire, c'est que je trouvais pas de texte qui répondait à mes besoins. Donc, j'ai commencé à écrire, mais j'ai commencé à écrire pour pouvoir couper. C'est assez extraordinaire, non? Pour dire, « Hey, gars, cette scène-là, on n'a pas besoin. J'ai-tu besoin de discuter très longtemps avec un auteur ou une autrice? Ben non, je peux le faire par moi-même. » Et c'est comme ça que, donc, mon écriture, je dirais que c'est beaucoup à la limite de l'écriture de plateau. J'ai seulement écrit des pièces de théâtre. J'ai pas écrit autre chose. Donc, c'est toujours dans le but d'être joué sur une scène et de dégager l'écoute des spectateurs. C'est super important pour moi. On parle à quelqu'un, que
cette personne-là ne soit jamais larguée parce qu'elle ne comprend pas où on est rendu, tout ça. Donc, il y a vraiment un souci de parler au spectateur. Fait que ça détermine beaucoup de choses dans l'écriture. J'aime beaucoup les combats. aussi. Mais les combats verbaux aussi, tu sais, vraiment, j'aime beaucoup l'écriture quand il y a des dialogues. J'adore les dialogues féroces, gentils, amoureux, tout ça. J'adore quand il se passe quelque chose. Voilà, c'est tout. Merci, Maura. Ça couvre très, très bien. Toi, Marco, si j'allais avec toi, qu'est-ce que l'écriture? Parce que c'est quand même assez récent que tu as commencé à écrire. Bien, à part Tu es moi, qui a quand même quelques années. J'ai fait Tu es moi, Sentier des rêves, un qu'on connaît pas trop, que j'ai joué une fois, que je vais reprendre. C'était justement pour m'en aller de la crise de question identitaire qui me gratte beaucoup, moi, parce que je me suis fait souvent dire... t'es autochtone, donc tu dois être comme je te vois. Qu'est-ce que l'écriture, moi, ça m'a apporté? C'est que je vais vous raconter une histoire selon ma perspective. Quand on me dit dramaturgie autochtone, ça me chatouille un peu. Pour moi, la dramaturgie, c'est de la dramaturgie. Je dirais qu'elle est autochtone, africaine, québécoise, anglaise, tout dépendant de celui qui l'écrit et de la vision. Parce que si je dis dramaturgie autochtone, moi, j'ai été élevé sur une réserve. Ce ne sera pas la même qu'une autre personne qui a été élevée en ville. Oui, ça, c'est tout autochtone, mais c'est une dramaturgie humaine qui est là. Et je dois avouer que j'étais tanné de me faire définir par l'œil des autres dans ce qu'il écrivait. Parce que l'Indien, il est beau, il se son cheval, il s'en va vers le soleil couchant. Non, mais il y a eu beaucoup de stéréotypes à un moment donné. Et je me suis dit, il y a un aîné chez nous qui m'a dit, au lieu de chialer, écris-là ton histoire. Parce que ton histoire, on ne l'a pas écrit. Puis c'est un peu ça qui m'a amené vers ça, vers le théâtre, puis vouloir la raconter à ma façon. Je pense, puis c'est bon pour nos jeunes et moins jeunes d'avoir l'occasion de se voir à la télé ou de se voir sur les scènes. Parce que reculons de 20 ans avant, on n'y allait pas, parce qu'on se disait, pourquoi j'irais là? De toute façon, on m'a appelé Bill Warbeau, l'ancien Bill Warbeau, à un moment donné. Je ne sais pas moi, là. C'est un Québécois. C'est ça. Mais en tout cas, c'est un désir de vouloir se définir, se raconter à travers ma vision de ma propre histoire. Puis en même temps, considérant que déjà tu avais pris ta place sur la scène, déjà tu avais vraiment commencé à explorer comment te représenter sur scène, est-ce que l'écriture est vraiment venue rajouter une corde de plus là-dedans? Est-ce que ça comble un désir d'avoir été dans l'écriture? Bien, ça c'est sûr et certain. C'est un partage qui n'est pas toujours ensoleillé, comme aujourd'hui ici, là. Mais des fois, moi j'aime ça beaucoup dire que avec ce qu'on vous raconte sur notre histoire, qui est un passage obligé des fois, d'aller brasser notre merde un peu, là. Vous, ce que vous entendez, pour moi, c'est anecdotique des fois, parce que vous, ça éveille votre conscience sur une réalité qui existe, et pour nous, malheureusement, ça réveille notre inconscient. On est obligé d'aller brasser ça un peu, mais il y a quelque chose je dirais, pour conclure, qu'il faut le faire. Juste un respect pour ceux qui ont vécu toutes ces choses-là et qu'on n'a pas cru, pour moi. Donc, juste de matérialiser, genre, les mots que Dave a écrits, que Philippe Ducrot a écrits. Lui, c'est son pérégrination, mais moi, c'est comme quelque chose de... J'ai du respect pour les personnes qui ont vécu ça, même si c'est dans la poésie, tout ça. Et toi, Dave? Ben moi, c'est arrivé, je dirais pas par accident, mais en fait, après avoir rencontré Ondinoc en 2004, joué et tout ça, j'avais le goût de dénoncer quelque chose qui me heurtait beaucoup dans ma communauté, donc la pauvreté intellectuelle et la pauvreté en lien avec la culture et la langue Wolastoqey, donc qu'on retrouvait pas au Québec. Puis j'avais le désir de dénoncer ça aussi, cette pauvreté-là, à ma façon. Et comme j'avais passé chez Ondinoc, ben ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Yves et Catherine, à l'époque, ils m'ont dit la même chose que Marco vient de se dire. Là, ben, écris-le, écris ce que tu as à dire, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Fait que c'est comme ça qu'est né Woluste, en fait. C'était une dénonciation
de cette famille-là qui venait revendiquer un territoire puis qui se rendait compte que finalement, ils étaient très, très, très pauvres intellectuellement, spirituellement, puis qu'il y avait beaucoup de chemin à faire. Et à partir de là, j'ai eu la piqûre pour l'écriture. Mais moi aussi, je suis un peu comme toi, Marie-Josée, je suis un gars d'équipe. Mais j'ai une façon de travailler le théâtre qui est pas trop solitaire. Je travaille beaucoup sous forme d'improvisation. J'ai un canevas, j'ai une idée. Et après ça, je travaille avec des acteurs et des actrices. En salle de répétition, on s'amuse. Des fois, on va dans le territoire. On l'avait fait aussi pour la Cendre de Cézanne. Donc, on improvise et à partir de là, je fignole le texte. Je crée des dialogues avec les personnages. Mais maintenant, je pourrais pas dire que je serais capable d'arrêter d'écrire. Je pense que c'est vraiment aussi ma force, puis c'est mon métier de plus en plus. Je suis appelé à écrire, pas simplement pour le théâtre, mais aussi pour la télévision, puis le cinéma. Ouais. Tu as déjà mentionné aussi que, parce que tu as fait beaucoup de théâtre jeunesse, Oui. donc des textes qui vont être disponibles tantôt justement en dédicace, dont Mocatec, L'Étoile disparue, et puis Delphine rêve toujours. Oui. Et tu mentionnais qu'il y avait la part de transmission. Tu écris aussi pour transmettre quelque chose à ta fille. Oui, beaucoup. Ben, ces histoires-là sont parties justement du lien que je voulais avoir avec ma fille. Puis certaines choses que je ne connais pas de tout du passé ancestral, puis des Wolastoqey. Puis je me disais, qu'est-ce que je pourrais, moi, transmettre à ma fille, puis aux autres enfants. Puis c'est comme ça que j'ai décidé de commencer à écrire pour le jeune public. Mais il faut dire, à la base, je suis un acteur de jeune public aussi. J'ai fait Hamlet en 2004 avec Ondinoc, et après ça, j'ai tourné pendant plusieurs années avec du théâtre jeunesse, du théâtre pour adolescents. Puis j'ai eu une fascination pour ce contact-là avec l'enfance. Je trouve qu'il y a un imaginaire qu'on peut développer dans son écriture. Le monde du rêve, tu sais, le rêve, c'est vraiment important pour nous aussi dans notre travail. Puis, c'est ça. C'est rêver. Puis d'écrire des choses qu'on aurait aimé entendre quand on était enfant. Chez moi, à Trois-Pistoles, il n'y avait pas de théâtre là, à l'époque là, qui venait. Ça n'existait pas, tu sais. Donc, écrire pour l'enfance, pour moi, c'est juste être vrai, authentique, puis... c'est ça, leur donner un moment pour décrocher puis partir dans leur imaginaire. C'est ça, puis tout l'aspect de transmission, parce que tu utilises la langue beaucoup dans tes spectacles. Oui. Puis c'est important pour toi de saisir la langue dans tes spectacles pour pouvoir la transmettre, entre autres, à ta fille et la garder en vie. Oui, c'est ça. C'est une façon aussi de garder la langue Wolastoqey en vie, de montrer qu'elle a toujours été vivante, qu'elle n'a jamais disparu, qu'elle était juste en dormance, comme je dis souvent. Et c'est ça, c'est vraiment le fun de pouvoir mélanger les deux langues. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on l'entend, mais on la traduit pas sur scène. Les enfants, ils l'écoutent, puis c'est ça. Parlant de langue, Marie-Josée, je pense que c'est... Je me trompe peut-être, mais je pense que c'est un des premiers textes de théâtre professionnel où la langue Wendat est aussi prédominante, si présente. Parle-moi un peu de cette décision-là d'inclure la langue Wendat et de quelle manière ce processus-là s'est fait. Parce que, pour le contextualiser, alors que Wolastoqey n'était plus vraiment parlé au Québec, il était encore parlé au Nouveau-Brunswick. Donc, c'était une langue qui était encore vivante dans d'autres provinces du Canada et des États-Unis. Mais dans le cas du Wendat, le processus était beaucoup plus compliqué. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment on intègre une langue qui est presque plus parlée? Oui, bien, on a la chance d'avoir André Levesque-Sioui, qui est quand même une femme qui adore cette langue-là, qui travaille très fort, donc dans l'équipe. Et Charles est mon cousin, il faut que je vous le dise. Ici, Charles, c'est mon cousin. Hein? C'est pour ça que je suis dans le show. C'est pas vrai. Non, mais donc, on avait envie aussi, on est parti de notre famille pour faire tout le synopsis de notre arrière-grand-père. Puis après ça, on s'est amusé avec la fiction. C'est devenu quelque chose de fictionnel. Mais il y a un personnage qui s'appelle Adèle, qui est un mélange de ma mère, sa tante, et de ma tante et sa tante, qui, elle, a souffert d'Alzheimer. Puis là, on avait envie
que la personne qui souffre d'Alzheimer retourne, parce qu'on dit que les gens retournent à l'enfance puis qu'ils collent aux souvenirs de jeunesse, mais que ce personnage-là traverse le temps et qu'il s'en aille plus loin et soit capable de parler Wendat. Donc, c'est vraiment ça qu'on a eu envie, qu'un personnage qui souffre d'Alzheimer parle Wendat, mais justement qu'on ne traduise pas, ou qu'on donne des mots-clés parce que l'autre répond, puis qu'on comprenne un peu c'est quoi la situation, mais que ce soit plus une énergie. Et le problème de mon personnage, qui est la fille, sa fille, ne comprend pas ce que sa mère dit. Et aussi l'idée des rêves, tu parlais des rêves qui sont super importants, elle est visitée par sa mère et par sa fille. Là, je vous dis des punchs. En tout cas, par sa fille qui viendra peut-être pas tout de suite au monde. Je veux dire ça. Comme si elle était habitée par son ancêtre, mais aussi par sa descendance. Puis c'est un rêve en Wendat. Donc, toute cette idée-là de faire entendre le Wendat et de la difficulté de se comprendre dans une même famille, qui est arrivée très souvent aussi au fil du temps, ça, c'était vraiment quelque chose d'important. Et quand même, tu sais, quand je disais, il y a les conflits, ces générateurs de dialogue, ben c'est un bon dialogue. Je ne te comprends pas, même si tu es ma mère. Donc, comment on peut faire pour se comprendre? Donc, c'est une grande quête dans une scène et dans une histoire. Comment on peut réussir à renouer ensemble? Est-ce que c'est clair? Oui. Je vais passer à Marco dans une petite seconde, mais juste avant, j'aimerais ça vous demander à tous les deux, parce que tous les deux, vous n'étiez pas locuteurs de votre langue au début du processus d'écriture, même au début de ton processus d'écriture qui remonte à loin. Et toi, dans le cas d'un premier spectacle qui est autochtone, qu'est-ce que ça vous fait à vous, en tant qu'humain, en tant qu'artiste, de reprendre contact avec une langue qui... Parce que dans notre famille, on s'entend qu'il n'y a personne qui la parlait, cette langue-là. Là. Donc, c'est toute une découverte qui se fait. Puis je ne peux pas présumer, je ne pense pas que dans ta famille, il y avait beaucoup de locuteurs. Donc, qu'est-ce que ça vous fait à vous d'être tout d'un coup porteur de quelque chose que vous n'aviez pas avant? Moi, en tout cas, ça me fait pleurer, mais dans le bon sens. C'est comme si... Regarde, je peux encore pleurer, c'est ça l'affaire. Ce show-là, il me fait pleurer. C'est comme si ça ouvrait une porte avec une connaissance que je n'avais pas, puis de mes ancêtres, de mes aïeuls. Et ça me touche, ça me bouleverse beaucoup. Puis c'est quelque chose que c'est sûr que je vais continuer à travailler. Vraiment, puis je trouve que, tu sais, je trouve ça une grande fierté aussi, que cette langue-là revienne, que les gens travaillent fort pour la faire renaître, qu'elle soit enseignée à la petite école, que tout à coup, nos petits cousins parlent plus Wendat que moi, parce que je suis pas très bonne en langue, on va se le dire, ça en plus. Là. Mais ça, c'est une grande fierté. Oui, il y a ça aussi. Oui, comme Marco dit, c'est plus difficile à apprendre. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Ben, moi, j'aimerais vraiment être beaucoup plus assidu à l'apprentissage de cette langue-là, mais c'est tellement complexe. Puis c'est une langue algonquienne, mais complètement différente de l'Innu, de l'Atikamekw. L'orthographe est différente, la sonorité. Mais j'ai la chance d'avoir un aîné qui m'aide du Nouveau-Brunswick, Alan Tremblay de Tobic, puis... C'est des locuteurs Wolastoqey, là, on les compte sur les doigts de la main. Là. Mais depuis quelques années, il y a un retour de cette langue-là partout au Nouveau-Brunswick. Puis on peut même avoir des cours à l'université. Donc, au Nouveau-Brunswick, on voit qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça. Il y a un retour, puis on veut se rapatrier ça aussi comme jeunes. Comme tu disais, les jeunes sont curieux de retrouver leurs racines, mais par la langue. Fait que c'est pour ça que c'est important pour moi de le mettre dans mes écrits. Puis ça me fait tomber dans un monde... Moi, j'utilise beaucoup la langue Wolastoqey quand c'est des espaces poétiques. Parce que j'écris souvent comme ça, tu sais. J'écris des moments qui sont très, très réels, très vrais, d'aujourd'hui. Mais quand on tombe dans un espèce de monde plus poétique, plus parallèle, là, j'utilise cette langue-là parce qu'elle est chantonnante. Et elle a une belle musicalité. Donc, ouais.
Je vais passer à Marco parce que toi, Marco, tu n'es pas tout à fait dans la même situation. Tu m'avais déjà dit qu'il y avait un moment où est-ce que la langue Innu n'était plus une langue que tu utilisais à tous les jours, que tu avais l'impression d'être en train de la perdre, mais tu l'as récupérée à travers le théâtre. C'est une langue avec laquelle tu avais un contact beaucoup plus riche que pour nos deux autres personnes sur le panel. Puis aussi, tu l'utilises dans ton théâtre depuis Tu es moi. Déjà, tu avais une Comment est-ce qu'on s'assure qu'on utilise la langue de la bonne manière, autant pour soi que pour le bénéfice de notre public qui n'est pas tout le temps familier avec cette langue-là, tout en sachant qu'éventuellement, on peut aller sur les territoires où on va être familier. Quelle responsabilité tu portes par rapport à la survivance de l'Innu Aimun? Bien, quand on était jeune, on ne se cachera pas qu'on nous interdisait de le parler, la langue, de manière le fun et pas le fun, des fois. Mais à un moment donné dans ma vie, où est-ce qu'on m'a envoyé chez une personne âgée à cause que mes parents étaient un petit peu phonés. Il n'y avait pas de DPJ avant, donc on m'a envoyé chez une dame qui ne parlait pas français. Et pendant 2 semaines, j'ai absolument rien compris de ce qu'elle me disait, même demander un verre de lait ou tout ça. Mais avec le temps, ça m'a appris quelque chose, que ça a été le début d'un déclic pour moi. Genre de, je n'irais pas dans ce monde-là de guérison, mais de philosophie autochtone. Si on parle d'autochtone, autochtone, c'est pas danser avec des plumes puis tout ça, là. Non, il y a quelque chose de même. Puis la langue, moi j'aime ça dire cette phrase-là, c'est une langue de bois, pas comme celle de nos politiciens. Non, mais c'est vrai, c'est une langue qui est très poétique. Je parle de la mienne, mais les autres aussi. C'est comme moi, une pierre peut être animée. Il y a une philosophie qui fait que pour moi, c'est un processus de guérison et en même temps de prendre soin d'un enfant qui en a besoin. La langue, pour moi, maintenant, il y a des communautés qui sont beaucoup plus mieux en santé, linguistiquement. Mais pour nous, Machto, Pointe-Bleue pour les plus anciens, là, pour moi, j'ai toujours vu que c'était comme les Gaulois, là, dans Astérix, petit bonhomme, babarum, tout ça. Non, mais c'est vrai, c'est parce qu'on était les Autochtones en plein milieu. Puis toute ma jeunesse, on m'a dit « parle pas, parle pas ». Puis moi, je trouve qu'il y a un retour à vouloir revitaliser nos langues, parce que on vient de là. Notre façon de penser vient de là. Puis je trouve que même dans ma dernière pièce, ce que je fais, c'est que il y a beaucoup d'Innu dans ma pièce. Et ce que j'ai fait, c'est que les comédiens blancs parlent en Innu et les Indiens parlent en blanc. Tu sais, c'était juste pour voir. Moi, je trouvais ça intéressant. On aime ou on n'aime pas, mais moi, je trouve intéressant le fait que des acteurs se questionnent sur scène en même temps. Et le monde dans la salle, au début, était mêlé d'aplomb, là. Mais je trouve ça intéressant parce que la langue, elle est là. Être indien, c'est pas porter un morceau de cuir ou tout ça. Il y a tout un processus. Puis retourner, comme tu sais, t'es retourné à aller voir qui tu es pour qu'est-ce qui va te définir plus tôt. Puis on se connaît, nous, puis on a parlé de ça. Mais je pense que c'est important d'aller là. Parce qu'on nous a tellement dit, non, c'est des langues mortes. Non, c'est des langues qui sont vivantes, qui se parlent encore. Si vous allez tantôt, il y a des livres qui sont en Innu. Apprenez-les. On donne des cours aux universités. Puis on est avenant à vous la montrer. Mais par contre, le nerf de la guerre, c'est de l'argent. Puis des fois, on ne donne pas les moyens de nous la réapprendre. En tout cas, c'est un petit peu bizarre. Tu as même l'ambition, Marco, d'éventuellement écrire un spectacle de théâtre entièrement en Innu Aimun. Est-ce que tu penses que le public général est prêt à ça? Est-ce que tu penses qu'on a assez de locuteurs ou on a un intérêt assez fort pour les langues autochtones en ce moment pour que ça ait l'impact que tu désires avoir? Bien, c'est sûr que moi, c'est mon rêve. Juste d'entendre la musicalité, de ressentir ce qu'est la langue. Tu sais, moi, j'ai écouté un film, c'était Kaboul, je crois. C'était en afghan. J'ai compris. J'ai peut-être pas compris ce qu'il me disait, mais j'ai pleuré dans ce film-là. J'étais allé en Suisse aussi, j'ai vu un spectacle. C'était des trisomiques qui jouaient. C'était encore 47, je pense, mais j'ai suivi. Parce que je pense un des trésors au théâtre, quand on y va, ce qui est le fun, c'est qu'on y va avec une ouverture d'esprit. Raconte-moi une histoire. Pour moi, l'art, c'est raconter une histoire et se faire raconter des histoires. Puis moi, avec la langue et tout ça, c'est reprendre possession de ma territorialité intérieure. Oui, il y a le Nitassinan que j'aime beaucoup, mais on me l'a colonisé ici aussi. C'est le temps que je me recolonise ici avec la langue, puis mes codes à moi.
on me dit souvent, là, « Ouais, mais on ne comprendra pas. » Oui, mais c'est un cadeau que je te fais. Je veux te montrer mes cas. Tu n'es pas obligé de les comprendre. On n'est pas obligé d'être en colère et de se croire, tout le monde. Mais il faut se respecter. C'est ça. Puis moi, il y a beaucoup recolonisé. J'entends beaucoup coloniser, mais c'est reprendre possession de qui je suis. D'ailleurs, on s'est fait faire le commentaire. Mouliat, c'est un des textes qui vont être en dédicace tantôt. Puis, dans la pièce, on commençait avec un long monologue exclusivement en Innu. Et on a eu des réactions par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Quel genre d'impact ça a eu sur notre public d'être exposé à de l'Innu sans jamais se le faire traduire, là? Ah non, ça heurtait les gens. Pour certains, ça les insultait. Puis moi, j'ai tout le temps le petit côté un petit peu piqueux d'une abeille, là. J'imagine-toi quand on était au pensionnat puis quand on connaissait pas ta langue. Mais c'est déjà juste d'entendre cette musicalité-là. Tu sais, comme on peut dire, entre nous, on s'agace beaucoup, les Wendat puis les Inuits, parce que historiquement, il y a ci, puis il y a ça, puis là. Non, mais je veux dire, la musicalité, on n'a pas la même famille linguistique. Mais au-delà de nos contentieux, je dirais, moi, ce que j'aime, c'est entendre justement la langue, peu importe ce qui est la mienne. Nous, on a une grande famille algonquienne, comme on disait, là. Pourquoi on comprend c'est quoi Mississippi? C'est Mishtashibi, c'est la grosse rivière. Tu sais, les langues sont très proches. Puis l'exemple que je donne souvent, c'est qu'on était allé jouer à Edmonton dans les années 90, la même année que la crise d'Oka. Mais il y a un ami de Sept-Îles qui a parlé avec une coucoum, une grand-mère du Yukon, et ils se comprenaient. Tu sais, c'est pas tous les mêmes mots, mais tu sais, le pouvoir de la langue qui nous rapproche. Même en Wolastoq, on a des mots qui se rappellent. Puis si on recule avant, les Iroquois et les Algonquins se comprenaient. Il y avait des mots qui étaient universels. Puis je pense que se réapproprier ça, y retourner, ça fait que c'est reprendre une possession un petit peu de notre fierté, quelque part. C'est intéressant que tu mentionnes ça, le fait que les langues autochtones vont avoir vont être proches d'autres langues autochtones à travers le Canada. Il y a une scission qui existe entre la dramaturgie autochtone francophone, la dramaturgie autochtone anglophone. C'est une scission qui existe politiquement au Canada de toute façon et qu'on a très bien intégrée malheureusement. Donc, on est parfois séparés par nos langues coloniales. Est-ce qu'il y a une manière de reprendre contact, de renouer le lien à travers les langues autochtones, ou il faut continuer à se battre, de s'assurer que le théâtre qu'on produit dans notre langue coloniale continue à être validé, continue à avoir sa place dans le grand bassin du théâtre autochtone canadien, ou est-ce qu'on met ça de côté puis on plonge résolument dans les langues autochtones puis on essaie de créer des liens à travers ça? Moi, je le dirais... C'est sûr que l'anglais et le français, c'est sûr qu'on va chicaner. Vous allez vous chicaner, on va chicaner. Non, mais en tout cas, ça vient toucher, ça vient nous heurter dans nos sensibilités et tout ça. Mais je me dis qu'entre Autochtones, s'il faut faire des rapprochements, on en fait beaucoup de Q&A, de questions et réponses. Moi, la question qui arrive souvent, c'est comment on peut rencontrer un Autochtone? Moi, je dis toujours en disant bonjour. En première? Non, mais c'est vrai, je peux pas arriver avec personne et me dire, OK, parle-moi de toi, parle-moi de tes souffrances, puis tout ça. Non, il y a un temps. Si on parle du temps long chez les Autochtones, là, c'est prendre le temps de s'apprivoiser, comme Saint-Exupéry disait avec le renard et le petit prince. Non, mais ça prend un temps. Je peux pas te demander, il faut que j'apprenne à te connaître et tout ça. Puis ça fait en sorte que on est 600 communautés au Québec, au Canada, qui n'ont pas toutes la même langue, qui géographiquement n'ont pas la même situation de vivre. Tu n'iras pas demander à notre Washish de cultiver des carottes et des patates alors que c'est à côté du Groenland. Puis tu descends ici en bas, tu sais. Il faut vérifier ça entre nous autres aussi. Puis ça prend un temps parce qu'on a nos blessures aussi, on a eu nos contentieux dans le passé, sauf qu'on ne les a pas écrites aujourd'hui, mais il y en a eu quelques-uns. Hein. Même question, en fait. Si je pouvais la formuler autrement, quels efforts on peut encore mettre dans notre dramaturgie autochtone, précisément, pour que notre dramaturgie autochtone, qui est écrite en français, trouve sa place, même du côté du Canada anglais? Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de transferts qui se font. On traduit beaucoup de textes, j'en suis un des responsables. Oui. On traduit beaucoup de textes de la dramaturgie anglophone en français. Est-ce qu'on sent le même mouvement
Non, hein? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que cette dramaturgie-là soit entendue, s'assurer que nos enjeux soient entendus chez nos frères, nos sœurs, cousins, cousines, nos familles dramaturgiques du restant du Canada? Ben, moi, je peux répondre parce qu'à la direction artistique d'Ondinoc, on a toujours essayé de faire des ponts avec le reste du Canada. Je sais que Yves avait aussi beaucoup de contacts avec des gens de l'Ouest canadien, mais vous n'allez pas être surpris de comprendre que ce maudit fossé entre les Anglais et les Français existe encore en 2024 et on le retrouve même au théâtre. Et je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre pour que notre travail à nous soit traduit en anglais puis qu'il soit joué en anglais. Je la comprends pas. Je la comprends pas. Puis moi, j'ai des textes jeunesse. J'écris des textes jeunesse. Je suis un des rares auteurs jeunesse autochtones, francophones. Puis aucun de mes textes, il n'y a jamais personne qui a cogné chez Ondinoc qui a dit « Hey, on aimerait ça prendre votre texte puis le jouer en anglais. » Jamais, jamais, jamais. C'est moi-même qui en a traduit un en anglais parce qu'on est allé jouer en Ontario, à Toronto. Mais sinon, je comprends pas. Il faudrait leur demander. Pour vrai, il faudrait leur demander. Mais c'est vrai que le contraire se fait. Tu le fais, toi, parce que Manantagouan, ça fait partie de votre démarche artistique de prendre des textes anglophones et de les mettre en français pour faire connaître les auteurs du reste du Canada. Mais l'inverse, c'est plate. C'est initiative personnelle. Oui, les rêves c'est qu'on ça. a écrits, nous, c'est venu de nous, avec Hélène et Izumi, qui est une japonaise, d'y aller là-bas, de vouloir le présenter. Sans ça, eux en font pas de demande. Oui. Je sais pas, bon, moi, j'ai pas beaucoup de connaissances sur le Canada anglais par rapport... Mais je crois qu'il y a un rapport avec les États-Unis et le Canada anglais qui est plus fort. Ouais. Puis nous, on a un rapport avec l'Europe qui est plus fort. Tu sais, disons, les textes que j'ai écrits, il y a des textes qui ont été joués en France, en Belgique, même au Japon, en Bolivie, mais jamais on est allé de l'autre côté. Jamais de l'autre côté. De l'autre côté de la rivière La Gatineau. frontière, voilà. Mais j'imagine que aussi plus le démarchage, le défrichage, la curiosité, essayer d'ouvrir les ponts, ça fait des années qu'on essaie de faire ça, mais que je pense que plus on va en écrire, plus on va aller cogner aux portes, plus il y a une possibilité que ça fonctionne. Je l'espère. Puis ça me J'ai semble- foi. Ça me semble d'autant plus important considérant que dans ce cas-ci, on parle précisément de dramaturgie autochtone et que les Autochtones, ils sont au Canada. Ben, en fait, aux États-Unis plus, aussi. ouais. Mais dans le sens où est-ce qu'on a cette famille-là qui existait pré-contact et qui n'a plus de lien à cause des langues coloniales qui leur ont été imposées. Donc, c'est quel combat reste à mener de ce côté-là? Tu sais, sans être trop flatté dans le sens du boulot, avoir des activités ou des festivals comme on a aujourd'hui, le Salon du Livre, ça aide à montrer à d'autres personnes que c'est possible. Moi, quand je vous ai dit que quand on a commencé à faire du théâtre ou faire de la télé, c'était pas trop tentant parce qu'on ne se voyait pas à la télé. Et surtout, quand on se voyait, on était vu d'une manière très stéréotypée. En tout cas, moi, je l'ai été au début pas mal. Là. Mais ce serait quoi une des solutions, je te dirais, c'est de ne pas arrêter. De continuer à écrire. À un moment donné, ils vont comprendre. Oui, il y a les différences de langue et tout ça. Et ça passe vers la langue. On a des langues communes. Peut-être qu'on ne se comprend pas, mais il y a quelque chose qui nous unit au-delà du français et de l'anglais. Oui. Puis ça, c'est comme ça. Tu sais, quand on disait tantôt que nous, on est obligés de les traduire pour qu'eux autres, ils daignent peut-être l'apprendre. Mais c'est à nous autres encore à... On dit qu'il faut garder la porte ouverte avec nos amis québécois, nos amis canadiens, avec malgré tout ce qui s'est passé. Il ne faut pas arrêter. Le jour où est-ce qu'on arrête le canal de communication, là, on est foutu de la gang. Puis comme un de mes aînés me dit encore, j'aime beaucoup les aînés parce que des fois, ils disent des affaires à la Confucius. Ça a l'air tellement têteux, mais c'est tellement vrai. Il dit, regarde, il dit, on est condamnés à vivre ensemble. Il dit, qu'on s'arrange parce que il n'y a pas un des groupes des deux qui va le mettre dans le bateau, puis ah ouais, bye-bye!
Tu as mentionné tantôt, Dave, dans le processus de Mitax Sequema. Fait trop longtemps que je l'ai pas dit. Mitax Squallywamgars. Ça faisait trop longtemps que je ne l'avais pas dit. On est allé on est allé à Kakuna pour s'inspirer du territoire. D'ailleurs, le land-based learning est une technique qui est de plus en plus proposée dans la création théâtrale, surtout autochtone. Il y a quelque chose qu'on essaie de chercher à travers ça. Puis on l'a fait, nous autres aussi. De quelle manière est-ce que le territoire vous apparaît important dans le processus créatif? On a parlé un petit peu du processus créatif tantôt. Où est-ce que le territoire se retrouve là-dedans? Est-ce que c'est quelque chose qui vous apparaît important ou c'est pas quelque chose que vous allez utiliser à chaque fois ou c'est vraiment quelque chose qui... On en parle beaucoup justement dans... Donc, de quelle manière est-ce qu'on l'utilise? De quelle manière est-ce qu'il nous nourrit? De quelle manière est-ce qu'il s'imbrique dans le processus créatif? Tu en parles toi aussi d'ailleurs dans l'ouverture de Yann Dawa. Donc, j'aimerais ça vous entendre sur ce processus-là de land-based learning, d'apprentissage par le territoire ou de création par le territoire. C'est sûr que de mon côté, je peux plus me passer de prendre un moment. C'est sûr que je peux pas être dans le territoire pour écrire la pièce au complet et faire venir des acteurs avec moi pendant plusieurs mois, mais c'est vraiment important d'avoir un moment dans cette période de création-là, de retourner dans le territoire. Je pourrais pas m'en passer. Il y a comme quelque chose qui nous... C'est une autre énergie. Hein? On sort de la ville, on se reconnecte. Et puis souvent, quand on fait des résidences comme ça, bien, on habite tous en même temps, dans la même maison. On est tous ensemble. Donc, il y a toujours quelque chose qui nous nourrit. Le travail se poursuit, même après les journées de répétition. On mange ensemble et on rêve ensemble à ce qu'on veut faire, puis ça amène des discussions. Puis après ça, ben ça peut aller encore plus loin. Mais c'est sûr que les territoires, il y a quelque chose, il y a une force, il y a une tranquillité, puis on a une façon de travailler aussi qui est différente. Moi, j'aime beaucoup travailler un certain temps avec les acteurs et les actrices. Puis après ça, je dis, bon, ben on s'en va marcher. Puis là, on marche, puis là, on jase de tout et de rien, mais des fois, il y a des petites affaires qui ressortent. Qui font, OK, on pourrait garder ça. OK, on va garder ça, on va répéter ça, mais qu'on revienne. On va essayer ça. Fait que, puis tout le monde, tous les gens avec qui je travaille me disent tout le temps merci. Hey, on comprend maintenant c'est quoi la démarche d'Ondinoc, comment vous travaillez, comment tu travailles. Si ça pouvait être toujours de même. Parce que souvent, quand on arrive au théâtre, on arrive dans la salle de répète, là, OK, on commence. Puis là, la répète, elle commence 2 minutes après. C'est le café. Tu sais-tu tes répliques? On est loin de ça, là. On est loin de ça. Mais je suis tout à fait d'accord. Je pense que cette démarche-là est essentielle. En ouverture de spectacle. Je le nomme. Un autre punch? Un autre punch, j'arrête pas de vous dire des punchs. Mais tu sais, pour moi, aller dans le bois, c'est là où je me ressource vraiment. Tu sais, c'est comme si on a moi, j'ai 2 vies. J'ai vraiment ma vie urbaine. Je suis en train de dire le texte. Hey boy, 2 minutes. Vous pouvez avoir retard, vous allez... C'est pas vrai. Il y a ma vie urbaine où je fais un métier que j'adore, mais qu'on est vraiment dans... Il faut rendre des comptes, c'est de plus en plus rapide, il faut économiser, il y a comme une machine monstrueuse qui nous happe, hein? Et qui peut nous détruire. Bon, voyons. J'exagère un peu. Mais... Juste un petit peu intense. Juste un petit peu passionné. Mais, d'un autre côté, dans ma vie, il y a ce choix-là de monter au chalet à pratiquement toutes les fins de semaine, aller dormir souvent là, parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de chauffage. Et c'est là que je vais écrire, que je vais apprendre mes textes, que je vais rêver, que je prends le temps en allant faire du canot, du kayak, en allant marcher. Parce que c'est comme si, en ce moment, le monde moderne, on a peur du vide. Le vide n'existe plus. On comble le vide par les internets, les réseaux sociaux, allumer des trucs. T'sais, on est toujours bombardé d'images et de sons. Et le vide, c'est aussi un espace pour découvrir des choses insoupçonnées, les racines, ce qui est couché en dessous des racines, l'invisible. Voilà. Oui. Donc, tu sais, ça serait extraordinaire. Je suis d'accord. Il n'y a rien de tel que d'aller faire une création ensemble dans une... on avait fait Mon Petit Prince en Gaspésie, on dormait toutes dans les roulottes, on se faisait de la bouffe, on allait répéter. Je veux dire, le show a
levé en 10 jours, chose qu'on avait de la misère à faire, à se rencontrer à Québec ou à Montréal, 3 heures aux 3 mois. Partez-moi pas ces horaires. Non, non. Voilà, c'est tout. Puis toi, Marco, aussi, ça prend une grande place parce que dans plusieurs processus créatifs, on est monté à HTOH, on est monté dans ton territoire, puis on a été loin dans la découverte. Jusqu'à Natashquan, à un moment donné, avec une Japonaise qui connaissait, je dirais pas le mot en anglais, là, mais tu sais, c'était totalement déstabilisant pour elle. Après ça, on est allé du côté québécois. Mais moi, ce que j'aime beaucoup quand on y va en forêt, on l'a fait d'ailleurs avec Machinican, c'est qu'on est allé dans un territoire où un de mes amis, qui est maintenant, je dirais pas guérisseur, on dirait un homme sage, qui a acheté un terrain et qui a planté à peu près, je sais pas, 5000 arbres. Et c'est rendu son domaine maintenant. Puis lui, pendant 20 ans, il a fait pousser des arbres. Puis quand on est allé pour Machinican, on est allé faire une lecture. Tout le monde pensait qu'on allait travailler sur Machinican pendant 7-8 jours, là, 6-7 jours, mais on l'a lu une fois, puis après ça. Moi, ce que je voulais, ce que j'aime quand on va en territoire, c'est que, comme tu disais tantôt, on a la vie a horreur du vide, là, mais nous, on a surtout horreur du silence. Le silence, c'est épeurant. Aussitôt que des fois on parle, là, le monde dit « OK, il faut que je fasse un bruit, faut que... » Mais tu sais, pour moi, là-bas, c'est quand on y va en forêt, oui, on peut travailler sur un sujet, mais tu ne peux pas te sauver. Tu es là, dans ton sujet, tu vas être là. Et ce que j'ai beaucoup aimé quand je vais là-bas, c'est qu'on est proche de la matière première de la culture, de notre culture, c'est-à-dire des aînés qui sont venus vous parler. On va aller manger du castor. C'est toutes des choses qu'on n'a pas le droit en ville, à cause de le MAPAC qui ne veut pas. non, mais c'est rire, vous riez, là, mais c'est vrai. Mais tu sais, on a accès à des choses, où est-ce qu'on peut se... Puis comme tu dis, au théâtre, on n'est pas longtemps ensemble. Comment prendre le maximum d'opportunités pour créer une famille, pour que ça transparaisse sur scène? Puis je pense que ces moyens-là d'aller en forêt, puis d'aller retrouver qui on est. Moi, je dis, ben oui, je suis allé dans le bois, mais à un moment donné, on allait pour ramasser des bleuets, pour s'habiller durant l'année scolaire. Mais parle-moi plus de bleuets aujourd'hui, je ne veux plus rien savoir d'aller en ramasser. Là. Mais, toujours est-il que c'est là que j'ai appris d'où est-ce que je viens. Puis là, c'est pour ça que j'aime aller voir mes cocums puis mes mouchoums. Puis même les gars de Saint-Prime, de Robertval, qu'eux, ils ont vécu un autre temps. Oui, moi, c'est ce que j'adore quand on va en région, parce qu'à Montréal, c'est cosmopolite, puis on n'a pas le temps de se parler, puis quand tu dis bonjour à quelqu'un, il va appeler la police. Bien, on a dépassé un petit peu le temps. Vous êtes attendus pour les séances de dédicace. Donc, ben oui, ça a passé bien trop vite. Alors, il me reste plus qu'à vous dire, Chenish Komitin, Tiawankina, Willy One. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous et merci beaucoup à tous ceux qui ont été ici avec nous aujourd'hui.